Pieds sur Terre, le magazine sur l'environnement, présenté par Jean-François Strouf et Léa. Et nous avons une fois de plus les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf tous les lundis matins. Bonjour Jean-François. Et David à la réalisation technique. Absolument. Et ce matin, le thème de notre émission, c'est Israël et l'environnement. Et pour ce faire, nous avons invité Ezra Banoun. Ezra Banoun qui est en ligne avec nous. Il est maître de conférence à l'Institut international de management de Galilée pour former aux techniques les plus modernes du management des hauts fonctionnaires et des ingénieurs de tous les pays. Ingénieur également des mines de Paris, il a été manager à la direction générale d'une entreprise de traitement d'eau en France et en Israël, technologue, développeur de processus de traitement innovants et formateur de jeunes ingénieurs diplômés. Bonjour Ezra Banoun. Nous avons un petit souci de liaison avec Ezra Banoun qui est en ligne avec nous en direct depuis Israël. Vous nous entendez Ezra ? Apparemment, il y a un petit problème. Alors, Jean-François, on va parler de ce thème. On tente de recontacter Ezra Banoun, qui sera donc avec nous dans un instant. On va parler de ce thème. Il est vrai qu'Israël et l'environnement, c'est une part de la politique que l'on connaît assez peu finalement. On ne sait pas beaucoup de choses en dehors du fait qu'effectivement, sur son terrain propre, il y a un intérêt particulier pour les arbres, pour l'eau, pour lutter contre la pollution, mais Israël agit aussi à l'extérieur de ses frontières. Et ça, nous allons le décrire dans un instant. Absolument. Il y a une approche très spécifique d'Israël sur la question des arbres, dans la mesure où les nations occidentales sont confrontées. Il est avec nous ? Il est avec nous. Ah là, voilà. Alors, nous sommes avec vous, Ezra Banoun. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Très bien. Merci d'être avec nous. Nous vous avons donc présenté et nous allons parler ensemble de ce thème Israël et l'environnement. Jean-François. Oui. Alors, Ezra Banoun, Israël et le peuple juif sont confrontés spécifiquement à des menaces et aussi, comme toute autre nation, aux questions environnementales. Nous allons d'ailleurs décliner ensemble ces différents sujets en quelques questions. Pour reprendre le titre d'un célèbre film, Ezra, pourquoi Israël ? La raison d'être d'Israël est triple. D'un côté, offrir à tout juif la possibilité d'avoir un abri s'il se sent persécuté ou menacé parce que juif. De l'autre côté, permettre la renaissance et le développement de la nation hébraïque d'Israël sur la terre d'Israël. Et enfin, offrir aux citoyens d'Israël une protection contre la barbarie et la folie meurtrière des nations. Alors, justement, sur ce sujet, comment Israël protège-t-il spécifiquement sa population de toutes les menaces et agressions des nations hostiles ? Et comment Israël agit quand les Juifs du monde eux-mêmes sont agressés en tant que Juifs ? Voilà. Alors, premièrement, Israël ne compte pas sur les autres nations pour assurer la protection de sa population. L'expérience a prouvé que lors de l'agression nazie, toutes les nations du monde ont abandonné le peuple juif. Depuis sa création et durant les 70 ans de son existence, il ne s'est pas passé une année sans que des nations puissantes ou des groupes armés soutenus par ces nations n'aient menacé ou agressé Israël. Donc Israël s'appuie sur Tzahal, son armée de défense, dans laquelle l'essentiel de ses forces, c'est sa jeunesse. Mais Tzahal ne peut pas intervenir facilement quand il y a une agression, sans mobiliser sa jeunesse. Donc, il faut qu'il compte sur sa population civile pour pouvoir faire face, durant les tout premiers jours, aux agressions. Et donc, la population civile est organisée pour que, là où elle existe, là où elle habite, et on essaye de multiplier les endroits où la population habite, elle puisse résister. Alors, on parle d'Israël aussi comme l'une des qualités, l'une des caractéristiques de ce jeune État, 70 ans, c'est un jeune État au regard des nations. On parle de la Startup Nation et on entre presque en résonance avec les questions environnementales parce que dans la Startup Nation, il y a aussi des aspects liés au clean tech, à l'environnement.
Comment vous définiriez-vous cette Startup Nation qui est confrontée à toutes sortes de défis et qui arrive à se placer dans les meilleurs résultats en matière d'innovation et de technologie? Voilà, le problème est celui-ci, c'est que Israël est une puissance technologique et un centre de développement de l'innovation, des startups, parce que elle a eu une approche très particulière qui était originale. Je voudrais quand même d'abord dire que près de 50% de la population de 25 à 64 ans est diplômée de l'enseignement supérieur. C'est beaucoup, oui, effectivement. C'est beaucoup, par exemple la France c'est 35%. Et Israël investit par an 7% de son PIB pour la recherche-développement. À titre de comparaison, Israël n'investit que 5% pour sa défense. Alors qu'on croit qu'on dépense beaucoup plus pour la défense que pour les autres. Là, vous êtes en train de mettre à bas un mythe global. Oui. Voilà, la défense est passée de 15% à 5%. Et à une époque même, elle était 30%. Bien. Alors, quelle est disons, l'approche qui permet de développer l'innovation et les startups? C'est d'abord le refus d'accepter comme allant de soi des principes de l'approche officielle euro-américaine pour la résolution des problèmes. Bon, alors je vais donner un exemple, d'accord? Tout le monde sait que dans les canalisations de distribution d'eau potable, il y a des fuites. Et les fuites ne sont pas petites, hein. Il y a quand même 30% dans les pays développés, et des pays comme la Chine ou des vieux quartiers de Londres, c'est 50%. Wow. C'est énorme. C'est énorme, oui. Quelle déperdition. Alors, quel est le problème? C'est que les canalisations de distribution d'eau sont enterrées. Et il faut trouver l'endroit où il y a les fuites. Et pour trouver l'endroit, on ne peut pas se permettre de pouvoir commencer à faire de gros travaux de terrassement. Et donc, la plupart des experts classiques, disons, de l'approche européenne ou américaine, de dire, bon, mais on n'y peut rien. Israël n'accepte pas ce genre de choses. Et elle a demandé, disons, à sa population et à ses startups et à sa recherche et développement de chercher des solutions. Alors certains ont trouvé des algorithmes qui tirent parti de tout ce qu'on peut mesurer de l'extérieur. D'autres ont trouvé des appareils, par exemple des appareils de mesure par l'infrarouge. Mais aujourd'hui, Israël a baissé les fuites de 29% à 11%. Et ça a donné quelque chose d'intéressant, c'est que les startups qui ont fait cela ont eu un marché énorme en Chine. Voilà comment ça se passe. Est-ce que vous diriez, Ezra Banoun, que la population elle-même, là vous comparez l'approche israélienne à l'approche européenne, américaine, mais est-ce que vous diriez que dans la population, par le bas si vous voulez, les gens sont davantage tournés, davantage ouverts vers cette prise de conscience de l'importance des problèmes environnementaux? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, disons la population, est mise en situation depuis la création du pays qu'elle n'a pas le choix. Il faut trouver des solutions nouvelles, il faut innover, il faut réussir là où les autres n'ont pas réussi parce que sinon on ne tiendra pas. Et donc, c'est quelque chose disons, d'automatique. Des enfants cherchent des solutions nouvelles pour des problèmes qui sont des problèmes qui ne les concernent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est lié dans la façon de voir la vie en Israël. Oui, c'est le pays du système D, on peut dire ça comme ça. C'est pas un système D, parce que le système D en France, c'est l'idée qu'on va se débrouiller de n'importe qui. Oui. C'est basé sur la théorie et la science, mais c'est basé sur le fait qu'on refuse l'inévitable. Je vais prendre un autre exemple qui correspond à l'environnement. Depuis à peu près, disons, 1980, Israël n'a jamais eu de précipitations, disons, je parle des pluies, de la neige, etc., en quantité suffisante pour faire face à ses besoins. Mais l'écart n'était pas faible. On recevait à peu près, disons, l'équivalent de 1200 millions de cubes, et on avait besoin de 1800 à 2000 millions de cubes. Et
c'est le genre de choses dans lesquelles, dans tous les pays, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se restreint, on vit autrement, etc. Ou on arrête la croissance. On fait des choses pour s'adapter à ce genre de situation. Israël ne s'est pas adapté. Elle a trouvé des solutions pour vivre avec 1800 alors qu'on n'avait que 1200, en faisant des systèmes de recyclage très évolués, etc. Donc c'est ça la façon de voir israélienne. On n'accepte pas l'inévitable. Alors, concernant le problème ô combien important du dérèglement climatique et qui pose problème à toute la planète aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des pays de la planète se posent des questions sur comment agir face à ces dérèglements climatiques. Est-ce qu'Israël, là encore, a une approche un peu différente? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dérèglement climatique dans les pays tempérés, comme la France, ou l'Europe d'ailleurs complètement, ou une grande partie des États-Unis, pas tous les États-Unis, c'est quelque chose de beaucoup moins grave que ce qui se passe dans les pays de la sécheresse. Les pays de la sécheresse, ce n'est pas un nombre petit de pays, c'est au moins 50% des pays du monde. Dans les pays de la sécheresse, le problème est beaucoup, beaucoup plus grave parce que, en fait, le dérèglement climatique, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne d'abord le problème qu'il y aura beaucoup moins de pluie. Mais c'est pas beaucoup moins, c'est pas 2% ou 5%. Pour Israël, c'est 30%. Et pour tous les pays d'ailleurs à côté. Pour la Syrie, pour l'Irak, pour le Yémen, pour l'Arabie Saoudite, etc. C'est 30% de moins pour des pays qui avaient déjà très peu. Pour la Jordanie, c'est une catastrophe terrible. 30% de moins d'eau qui tombe. Deuxièmement, il y a autre chose qui est beaucoup plus grave, c'est que il y a des tempêtes de sable qui recouvrent les zones cultivables. Oui, le Ramsin, c'est ça. Qui rendent l'air suffocant, absolument insupportable. Il y a une atmosphère dans laquelle les conditions de l'environnement ne sont plus vivables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que face à ce genre de problème, Israël a travaillé et a préparé le pays depuis très longtemps. On a commencé à planter des arbres en 1910, au tout début du mouvement sioniste. On a planté déjà 100 arbres. Et entre-temps, nous avons planté 200 millions d'arbres. Qu'est-ce que font ces arbres? Premièrement, ce sont des barrages qui ne permettent pas aux tempêtes de sable, aux vents de sable de passer. Deuxièmement, ils fixent la terre pour arrêter tout processus de désertification. Et troisièmement, ils permettent bien sûr de créer un climat d'ombre et agréable. Maintenant, on a commencé à récupérer le désert en Israël en 1948, bien avant qu'on se pose des problèmes sur l'environnement qui consiste à modifier la qualité de la vie. Oui, et d'ailleurs... Le désert a été récupéré quand même déjà à 25% pour le Negev. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et nous sommes en train de récupérer encore 25%. Et les zones qui ont été récupérées sont devenues des zones de métropole. C'est-à-dire que là où les gens ont des universités, ont des industries, de l'agriculture, etc., etc. Maintenant, quand nous avons eu le problème de la réduction encore de 30% des précipitations, notre problème était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. On ne pouvait plus tirer d'eau du réseau hydrographique naturel, c'est-à-dire du lac de Kiryat, et on n'a pas de rivière. On ne pouvait plus tirer d'eau des nappes phréatiques, parce qu'elles étaient en équilibre avec la mer, et que si on tirait encore plus d'eau, eh bien, elles allaient être salées, et elles allaient être perdues. Donc, on n'avait pas le choix. Étant donné qu'on voulait constamment continuer à progresser, à croître à un rythme très élevé tant au niveau démographique qu'économique, mais à ce moment-là, l'idée était de chercher à trouver d'autres solutions. Et vraiment, de ce point de vue-là, je voudrais donner vraiment des compliments à M. Sharon, qui, contrairement à tous les autres conseillers, a décidé de lancer le dessalement d'eau de mer. Alors, quel était le problème du dessalement d'eau de mer? C'est que ça coûte très cher, et ça coûte cher dans le monde entier. Ça coûtait à l'époque à peu près
65 à 70 cents, disons en dollars bien sûr, le mètre cube. Et Sharon a fait quelque chose de tout à fait original. Premièrement, il a défini des centrales de 100 millions ou de 150 millions de mètres cubes, c'était les plus grandes du monde. Il a lancé un concours international où plus de 15 sociétés du monde entier ont concouru. Et il est arrivé à obtenir un prix de 48 cents. À partir de ce moment, on a créé des usines de dessalement de 600 millions de mètres cubes, c'est-à-dire qui couvrent toute la consommation d'eau potable de la population, avec un programme qui les augmente au fur et à mesure que la population augmente. On continue d'en parler, si vous le voulez bien, Monsieur Ezra Banoun, dans un instant, juste après la pause. On se retrouve dans la seconde partie des Pieds sur Terre. Nous sommes en compagnie d'Ezra Banoun, qui est maître de conférence à l'Institut international de management de Galilée, pour former aux techniques les plus modernes du management des hauts fonctionnaires et des ingénieurs de tous les pays. Ingénieur des mines de Paris, il a été également manager à la direction générale d'une entreprise de traitement d'eau en France et en Israël, technologue, développeur de processus de traitement innovants et formateur de jeunes ingénieurs diplômés. Ezra Banoun, vous êtes avec nous pour parler de Israël et de l'environnement. Alors on l'a bien compris, les problèmes environnementaux sont extrêmement importants en Israël car les conséquences, comme vous nous l'avez dit juste avant la pause, sont des conséquences bien plus profondes que ce que nous pouvons et nous pourrons vivre ici, nous, en Europe. L'eau qui va diminuer de 30%, vous nous le dites, et puis il y a d'autres types de problèmes encore bien plus profonds. Et vous nous avez parlé, donc vous étiez en train de nous parler de Sharon qui avait enclenché une politique de désalinisation d'eau, et qui est aujourd'hui, est-ce qu'Israël est au point dans ce domaine-là? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, disons que c'est intéressant parce que ça montre aussi comment le start-up fonctionne. C'est-à-dire qu'au début, Sharon avait, pour avoir le prix le plus bas, avait lancé un concours international. Et donc à ce moment-là, le monde entier était venu et le groupe d'entreprises qui a réussi à cette époque-là était un groupe qui comportait d'ailleurs une association entre deux sociétés, la société Veolia, que vous connaissez bien sûr, et la société IDE. Et ce groupe a créé la première installation de dessalement à Ashkelon. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est que ensuite, les autres concours devaient être faits aussi de la même façon, mais il s'est produit une situation dans laquelle la société IDE, qui était la société israélienne, a fait des progrès au niveau du développement technologique plus rapides que ceux de Veolia, ce qui fait que malgré le concours international qui avait fait intervenir des sociétés du monde entier, y compris de Corée, du Japon, etc., c'est IDE qui a gagné quasiment toutes les installations et à chaque fois, elle les a gagnées avec des prix ou identiques ou plus réduits. Et donc actuellement, nous sommes arrivés à un point où le prix complet de l'eau, c'est-à-dire produite par dessalement et transportée jusqu'au consommateur, est à peu près équivalent au prix qu'avait l'eau quand elle était prise des sources, disons, du lac de Kinneret, etc. Ça, c'est un modèle. Ça a entraîné le fait que nous n'avons plus d'anxiété à avoir sur nos ressources en eau. Et nous pouvons en produire partout. D'ailleurs, la société IDE aujourd'hui est une des très grandes sociétés mondiales sur le marché de dessalement d'eau. Voilà. Alors, donc, c'est ça que je voulais expliquer. Et ça a été fait alors qu'au départ, nous avions une entreprise qui était une entreprise tout à fait moyenne dans ce domaine. Oui. Mais ça a été fait par l'innovation. Alors, Ezra Banoun, un État comme Israël doit mettre en œuvre ce qu'on appelle une politique de développement durable. Il y a le problème de l'eau, mais il y a tous les autres problèmes auxquels une société est confrontée. Est-ce que ces recettes de Startup Nation, de nation de la recherche,
permettent une approche beaucoup plus moderne, peut-être bien plus avancée que les autres nations occidentales? Alors voilà. Ce qui se passe en Israël, c'est que je voudrais expliquer quelque chose d'autre. L'origine de la notion de développement durable, qui est apparue en Europe à peu près en 1990 par le philosophe allemand Hans Jonas, cette notion est arrivée après une période où il y avait eu une énorme critique du système, de la façon avec laquelle les pays européens et les pays américains s'étaient développés, en faisant apparaître que une partie de la population avait été sacrifiée, qu'une partie des générations futures a été sacrifiée, que les ressources au niveau, par exemple, de pétrole ou autres, étaient en voie de disparaître, etc., qu'il n'y aurait pas d'avenir pour le futur. Et dans ce genre d'idéologie, avait apparu une idéologie de croissance démographique zéro et de croissance économique zéro. Et cette idéologie a eu une influence énorme parce que une des raisons pour laquelle aujourd'hui un pays comme l'Allemagne a une pyramide complètement déformée dans laquelle il n'y a quasiment pas de jeunes en bas, ou une raison pour laquelle il y a eu une croissance extrêmement faible dans les pays de l'unité européenne entre 2008 et 2015, ce n'est pas seulement les problèmes de crise internationale, c'est aussi une question d'influence de certaines idéologies qui regardent négativement la croissance possible, soit démographique, soit économique. Ce genre de problèmes n'ont jamais eu lieu en Israël. En Israël, nous avons cherché à bâtir un monde dans lequel la population qui existait, qui a commencé avec des conditions de vie et d'environnement terribles, très très difficiles, devait en permanence bénéficier de meilleures conditions, et nous avons essayé de bâtir un autre monde, un monde dans lequel les nouveaux immigrants qui allaient venir, et ils sont venus énormément, et les nouvelles générations qui allaient venir, on a eu un accroissement de population très rapide, parce que c'est 20 pour 1000. C'est plus que ce qu'il y a eu en France après la guerre, dans lequel les gens se sentent à l'aise, se sentent bien. Et donc, de ce fait, nous avons cherché à multiplier des idées pour développer le développement durable. Alors, bien entendu, si vous voulez, par exemple, je prends un exemple qui est caractéristique du développement durable, c'est qu'il ne faut pas qu'un développement se fasse au détriment d'une partie de la population. Absolument, c'est une des règles nécessaires, oui, absolument. Oui, écoutez, dans tous les pays, il y a un centre et il y a une périphérie. Une périphérie, bien sûr. Et dans tous les pays, quand le centre se développe facilement, eh bien, la périphérie se développe moins vite. Et quand la périphérie se développe moins vite, on crée des écarts. Et ces écarts, même si l'ensemble s'accroît, eh bien, ces écarts peuvent créer des sentiments d'injustice, de mal à l'aise, etc. Et donc, le problème pour Israël, c'est de savoir comment on peut faire pour pouvoir essayer de faire face à ce genre de situation, étant donné qu'en plus, la croissance est extrêmement rapide. Et donc, les écarts pouvaient se créer très rapidement. Et ils se sont créés rapidement. Et donc, une des solutions qu'utilise de façon classique en Europe ou aux États-Unis, eh bien, on va multiplier les transports pour aller de la périphérie au centre. Mais ça ne réduit jamais les écarts. Simplement, ça attire la population pour ses besoins principaux, travail, etc., au centre. Et au contraire, on peut même de cette façon créer des écarts supplémentaires. Et ce qu'a fait Israël, c'est fait autre chose. Il a essayé de développer toutes sortes de possibilités locales qui permettent d'avoir des développements beaucoup plus rapides. Par exemple, si vous voulez, comment ? Oui, je voulais passer à une question, une autre question, mais si vous voulez conclure, allez-y, je vous en prie. Non, je donne un exemple très simple. La plus grande centrale électrique solaire a été créée à l'extrémité du pays, très près de la frontière égyptienne, puisqu'on cherche à multiplier là-bas la population pour des tas de raisons.
Et c'est des conditions extrêmement difficiles. Je vais prendre un autre exemple. Actuellement, les villages, que ce soit les kibbutzim, les moshavim, ou même les villages d'un type tout à fait différent, il y a ce qu'on appelle des champs solaires. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'être complètement autonome au point de vue électricité. On utilise une partie du champ pour y mettre des panneaux, etc. La société Intel qui investit des quantités d'argent en Israël dans le domaine, disons, du high-tech, on ne l'a pas fait investir dans le centre, ni même à Jérusalem. On l'a fait investir à Kiryat Gat, c'est bien dans une zone récupérée sur le désert. Et on lui a payé des subventions pour être adapté à ce genre de situation, etc. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'ai pris l'exemple des populations, c'est qu'on cherche à créer des situations où les populations qui sont à la périphérie aient un développement autonome différent de celui du centre et qui soit rapide. Eh bien merci beaucoup Ezra Banoun. Nous arrivons au terme de l'émission. Il y avait encore beaucoup à dire, et notamment les politiques d'Israël en aide aux autres pays, parce que on a bien compris que le souci de l'environnement était très important au sein même du pays, mais qu'il y a aussi une volonté d'aide des pays qui sont notamment en voie de développement. On en parlera peut-être prochainement sur notre antenne avec vous, si vous le voulez bien. Le temps quand même de rappeler que vous serez en France pour 2 conférences. Le mardi 6 mars à partir de 20h au KKL sur la protection et le renouveau de l'environnement en Israël, 70 ans d'initiatives audacieuses et innovantes, ainsi que le mercredi 7 mars à partir de 20h toujours, et cette fois c'est au Bnei Brit de France, à la mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, dans 3e évidemment, sur le thème « Et tu choisiras la vie ». Israël face au dérèglement climatique. Voilà, on donne rendez-vous aux auditeurs. Merci beaucoup Ezra Banoun. Merci beaucoup Ezra Banoun, et j'espère à très bientôt. Les Pieds sur Terre, le magazine sur l'environnement, présenté par Jean-François Strouf et Léa.